Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada intitulée Apprendre à vivre avec la maladie, accompagner les patients et les familles en oncologie grâce à l'approche systémique. Une formation présentée par Caroline Bolduc, travailleuse sociale. Je voudrais remercier Marie-Josée Courval, travailleuse sociale et spécialiste en activité clinique du réseau de la cancérologie de la Montérégie, pour son aide et son expertise précieuse à la révision de cette présentation. Je me présente, Jennifer Héroux-Bourduard, responsable des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. À la SLLC, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté des cancers du sang. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou plusieurs de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. À la fin, vous recevrez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes. Plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, les cancers, les aspects psychosociaux, la survivance au cancer, etc. De nouvelles formations s'ajoutent régulièrement. Visitez le www.formationcontinuecancerduSang.ca. Nous avons de disponibles sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats. Balados, vidéos animées, feuillets informatifs, etc. Sur les cancers du sang, les traitements et les aspects psychosociaux du cancer. Tous ces outils peuvent être commandés via notre site Internet. Vous pouvez commander uniquement du matériel qui dirigera vos patients vers nos services ou demander également de la documentation sur le cancer du sang qui vous aidera à informer vos patients. Le tout se fait aisément et est sans frais. La majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé sur notre site Web. Et finalement, nous avons des programmes pour soutenir émotionnellement les personnes touchées et les familles que vous soutenez. Nous avons des groupes de soutien pour créer des liens avec d'autres personnes qui vivent une situation similaire depuis le confort de leur foyer. Nous avons également un soutien par les pairs via notre programme de jumelage Premier Contact. Visitez notre site Internet ou communiquez directement avec nous pour plus de détails. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière Caroline Bolduc. Caroline est travailleuse sociale spécialisée en accompagnement des personnes, couples et familles qui vivent des pertes, des transitions et des deuils. Caroline, merci d'être avec nous aujourd'hui. OK. Bon, ben merci beaucoup, beaucoup, Jennifer, pour cette présentation-là. Merci surtout de l'invitation que vous m'avez faite pour animer ce webinaire-là. Euh, En fait, quand on m'a contacté pour animer le webinaire, on m'a demandé un contenu clinique, des outils d'intervention et un travail ancré vraiment dans ma pratique. Donc, comme Jennifer le disait, effectivement, je travaille avec des personnes qui ont reçu des diagnostics de maladies graves, qui sont en deuil, en transition ou parfois même en fin de vie. Je suis une travailleuse sociale, en effet, mais j'aime surtout dire que je suis une travailleuse sociale systémique. C'est mon approche et c'est celle que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je crois profondément au principe de l'interconnexion et ce qui m'a touchée, en fait, quand on m'a contacté pour parler du cancer du sang, ben pas en fait, je ne parle pas du cancer du sang, je parle de l'accompagnement des gens qui ont un cancer du sang, mais le cancer du sang, c'est en soi systémique. C'est qu'il soit aigu, qu'il soit chronique, il circule dans tout le corps et il y a des impacts sur plusieurs organes, des impacts qui vont se traduire en symptômes. Le symptôme agit alors comme un système, un signal d'alarme qui nous signale le dysfonctionnement du système, donc du corps de la personne. Quand le cancer du sang s'invite dans le corps de quelqu'un, il l'affaiblit, il engendre une cascade de conséquences sur tout un système de réseau qui forme l'environnement de la personne. Donc, son couple, ses parents, sa fratrie, sa famille élargie, ses amis, ses collègues de travail, ses collègues à l'école, vous comprenez l'idée. Euh, Tout autant qu'ils sont, ils vont ressentir les contre-coups des cellules microscopiques qui peuplent les veines de votre patient. Donc, je vous propose un webinaire systémique afin de vous aider à évaluer globalement les besoins des personnes que vous allez rencontrer.
à mieux saisir les enjeux sous-jacents aux symptômes relationnels, c'est surtout de ça dont on va parler, et à intervenir précisément et avec compassion, autant pour eux que pour vous. Nos objectifs. On va tout d'abord distinguer la perte, la transition et le deuil. C'est des termes qui sont souvent confondus, puis que moi, j'aime bien distinguer pour les gens que j'accompagne parce que ça nous amène à poser un regard différent sur ce qui nous arrive. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard. Le souhait aussi, ce serait d'être en mesure d'accompagner les personnes atteintes d'un cancer du sang, qu'il soit chronique ou non, dans l'adaptation à la maladie au moyen de l'approche systémique. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis travailleuse sociale depuis 2002. J'ai mon permis de pratique depuis 2002. J'étudie le systémique depuis ce temps-là. Donc, je n'ai pas la prétention de penser qu'en 1 heure et demie, on va avoir fait le tour, mais on veut vraiment faire un survol. Puis, je veux surtout vous éveiller à l'idée que justement, quand vous avez quelqu'un devant vous, vous avez aussi tout un réseau qui est atteint, mais aussi qui peut venir en aide pour soutenir la personne. Donc, on est loin d'être seul dans le combat contre la maladie. Et on veut aussi permettre à l'intervenant de prendre soin de lui tout en prenant soin des personnes qu'il ou qu'elle accompagne. On va procéder comme suit. Il y a 2 parties à cette formation-là. La première, ça va être une partie plus théorique. Elle est assez dense. Sortez vos papiers, vos crayons. C'est à peu près 1 heure. Il va y avoir une distinction, comme je l'ai dit, entre la transition, la perte et le deuil. Ensuite, on va distinguer l'approche systémique par rapport à une approche en étapes dont on entend beaucoup parler, hein. Les gens viennent nous consulter en disant, ouais, là, je ne sais pas trop, j'en suis où sur mes 5 étapes du deuil. On va regarder ça ensemble. On va donner une définition et on va exposer les principes phares de l'approche systémique. Et ensuite, je vais me baser sur un livre que je vais vous recommander puis qui est en bibliographie pour parler de comment on fait ça, intégrer la maladie à sa vie. Donc, elle s'est invitée contre notre gré, mais elle est là, la maladie, elle fait partie de notre système maintenant. Donc, comment on compose avec elle et comment on s'adapte à sa présence dans notre vie. Dans la partie d'intervention, la première partie, on va regarder c'est quoi la posture d'un intervenant systémicien, comment il travaille, comment il se présente. On va donner des pistes d'évaluation de la demande, des besoins, des ressources des patients et de leur famille et des stratégies pour élargir le champ des possibles, promouvoir la résilience et dans toutes les sphères de sa vie, individuelle, conjugale, familiale ou professionnelle. On commence. Donc, transition, perte et deuil, on va faire des distinctions. Habituellement, on va parler d'une transition quand on se réfère à un cycle de vie puis à un stade de développement. On en vit plusieurs dans notre vie, hein, ne serait-ce que de passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. C'est une transition qui peut être parfois facile, parfois difficile, parfois catastrophique. Donc, vous pouvez vous référer à ces moments-là où on doit renoncer à quelque chose pour laisser advenir autre chose. La transition, ce que j'aime bien, c'est que c'est un espace. C'est un espace qu'on n'investit pas assez souvent parce qu'il est inconfortable. On se sent un peu perdu, c'est un peu chaotique. On manque de repères. Ce qui était n'est plus et ce qui va advenir n'est pas arrivé encore. Donc, on se sent un peu, euh, c'est ça, dans une espèce de zone qu'on ne comprend pas bien encore. Mais c'est le moment de se déposer puis d'essayer d'écouter ce qui est en train de se passer pour nous. C'est précieux. Si on donnait une définition de la transition, on pourrait dire justement que ça fait référence à une période de changement ou de passage d'une situation à une autre. C'est un espace. En oncologie, les patients et leurs familles peuvent traverser plusieurs transitions. Donc, par exemple, celle du diagnostic de la maladie, je me percevais comme quelqu'un en santé. C'est pas rare que les gens reçoivent un diagnostic de cancer de façon fortuite. Ils se sentaient pas nécessairement malades. Puis là, tout à coup, on leur dit qu'ils ont une maladie grave. Euh, Ça peut être, bon, le diagnostic de la maladie, le début du traitement, même chose. Quand on apprend qu'on a une maladie grave, des fois, on ne sort même pas de l'hôpital. Ça peut aller très vite
entre le moment où on apprend qu'on est malade et le moment où les traitements commencent. Fait qu'imaginez d'essayer d'intégrer pour soi, puis que l'entourage intègre aussi l'idée que leur vie telle qu'ils la connaissaient pour un petit bout de temps ou pour un bon moment vient d'être bouleversée. On va devoir se réajuster. Ben, après, il y a les périodes de rémission, de guérison, parfois de rechute. On peut aussi penser aux transitions vers les soins palliatifs, puis parfois vers les soins de fin de vie. Donc ça, ce sont des périodes de transition. Je l'aime ce terme-là parce qu'il ouvre le champ des possibles. On est plus actif par rapport à une transition. On sait que qu'on doit renoncer à certaines choses qui ne seront plus possibles, mais que ça ouvre d'autres possibilités. Puis c'est vers ça qu'on va tendre notre regard, c'est vers ça que notre entourage aussi va tendre le regard. Ça nous donne il y a un temps pour se rééquilibrer, ça va prendre un moment, c'est un processus, donc il n'y aura pas de solution toute faite pour tout le monde. On y va graduellement, au fur et à mesure que les choses évoluent. C'est un temps pour se développer, puis une des clés pour ça, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est en ce moment, de ne pas essayer de la vouloir autrement. Puis ça, c'est extrêmement difficile, mais on essaie de laisser aller en fait ce qu'on était, d'une certaine façon, certaines parties de ce qu'on était pour être capable de se prendre tel qu'on est. Donc, de ne pas être en combat entre ces deux parties-là. Si on parle de la perte, ben la perte, ça se réfère à toute forme de privation ou de manque qui est ressentie par une personne en raison d'un changement. Donc, la perte de la santé, c'est une réelle perte. Qu'il s'agisse d'un être cher parfois, de la santé, d'une fonction physique ou mentale. Évidemment que dans plusieurs parcours de maladies chroniques, euh, on va se retrouver parfois avec des enjeux de santé mentale. C'est difficile d'affronter la maladie. On n'a pas toujours des bonnes conditions pour affronter la maladie non plus, donc c'est pas simple de se déposer là-dedans. Euh, ou même parfois une perte là, juste de la situation de vie antérieure. Souvent, les gens vont venir vous voir en disant, j'aimerais que ma vie soit comme avant. Mais notre vie est jamais complètement comme avant. J'enregistre ce podcast-là, ben pas ce podcast, en fait, ce webinaire-là à la fin de l'avant-midi. Ma matinée ne sera plus jamais telle qu'elle. Ce moment-là est passé pour toujours. Donc, les gens, parfois, veulent revenir à l'état antérieur, à leur routine antérieure. Pour le moment, c'est révolu. Donc, c'est de les accompagner à laisser aller graduellement les choses, pas forcer ça non plus. En oncologie, les patients peuvent faire face à des pertes nombreuses, justement, la santé physique, leur autonomie parfois, ça peut aller jusque-là, leur identité, euh, leur image physique. Là, on parle du cancer du sang, mais dans certains types de cancers, il y a des mutilations, hein. Parfois, on va être obligé d'amputer certaines parties du corps. Ça provoque un changement dans le miroir. On se voit autrement. On se vit autrement aussi dans nos relations avec les autres. Ça peut être dans notre relation conjugale, par exemple. On peut imaginer que les relations intimes peuvent être plus difficiles. Il y a vraiment beaucoup de choses à intégrer quand on vit des changements comme ça. Ça peut aussi provoquer des fois des pertes d'emploi, puis des fois, pas tant des pertes d'emploi. On peut pouvoir maintenir l'emploi, mais on ne le fera plus exactement comme avant. On n'a plus exactement la même énergie. On est impacté différemment, voire même on le perçoit différemment, notre travail. Ça peut créer des remises en question. Donc, il y a tout ça. Euh, Ça peut impacter les relations, évidemment, et la qualité de vie. Le terme de perte, je l'aime, puis je peux vous montrer à quel point ça impacte. Il y a une dame qui était venue me voir, qui devait subir une hystérectomie, en fait, et elle avait 76 ans, puis elle m'a dit, je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Donc, on voit à quel point, même quand c'était plus possible, parce que l'organe était là, à 76 ans, en général, on n'a plus d'enfants, mais parce que l'organe était là, il y avait quelque chose comme la maternité qui était en arrière de la tête, puis là, soudainement, ça s'en va. Son image d'elle changeait. Donc, ça fait partie des choses qui arrivent aux personnes qui vivent avec la maladie. Euh, Puis ensuite, on va parler du deuil. Le deuil, c'est une réaction émotionnelle et psychologique à une perte significative, donc à quelqu'un ou à un être cher, un être vivant. Il y a
pas consensus là-dessus. Il y a des personnes qui préfèrent garder le mot deuil dont je suis pour les personnes qui sont décédées parce qu'un deuil expose à l'irréversible, à la finitude, alors que la perte expose à l'impermanence. Les choses changent. On doit s'adapter, mais on est encore vivant. La perte, c'est irréversible. Pas la perte, le deuil, c'est irréversible. Quand quelqu'un est décédé, il est décédé. Il ne pourra pas revenir, malheureusement. Et ça nous expose aussi à notre propre finitude, à l'idée que nous aussi, on est mortels. Donc, ça peut être très confrontant de perdre quelqu'un. Ça implique un processus d'adaptation et d'ajustement à la réalité de la perte. Évidemment, plus qu'on était proche de la personne, plus ça crée des ondes de choc dans notre vie. Toutes ces distinctions-là, en fait, transition, perte, deuil, impliquent des renoncements. Et je n'insisterai jamais assez sur le fait que ce sont des vagues et que tout est en mouvement. Donc, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un protocole de coaching, de traitement qui va faire en sorte qu'on va accompagner quelqu'un puis on va dire, OK, ça y est, la personne ne va plus souffrir de son état. C'est chaque personne dans son contexte, dans son environnement, à ce moment-là précis de sa vie, qu'on va accompagner avec elle. Donc, on est actif dans le suivi. Au départ, quand on m'a approché, on m'a proposé de parler de l'approche en étapes de Elizabeth Kubler-Ross. C'est une approche qui est très, très connue. C'est l'approche, là, les 5 étapes, le deuil, le déni, la colère. Vous savez où je m'en vais avec ça. Ça aurait été très logique parce que c'est une approche, en fait, qui a été, c'est une recherche qui a été faite auprès de personnes qui ont appris qu'il y avait un diagnostic de maladie grave et qui savaient qu'il y avait aussi une maladie à issue fatale, donc leur temps était compté. Il y avait une logique à utiliser cette approche-là. La raison pour laquelle je ne l'utilise pas auprès de mes clients, parce que moi, je suis en pratique privée. Vous pouvez, quand je dis ça, utiliser le mot qui vient dans votre milieu de pratique. Ça peut être votre patient, ça peut être votre usager, ça peut être votre bénéficiaire. On dit ça pour se comprendre, mais je veux être le plus inclusive possible là-dedans, là. Ben, l'approche par étapes, en fait, les gens viennent me voir puis ils sont anxieux parce qu'ils se disent, on dirait que j'avance pas dans le deuil, je me sens pas en colère, par exemple, par rapport à la situation, puis ça génère de l'anxiété parce qu'ils sentent que sur le chemin du deuil, ça se passe pas bien. Alors qu'en réalité, c'est ça en fait, c'est que c'est une approche qui est universelle et qui est individuelle, donc qui place la personne au centre de son épisode de soins, évidemment, mais comme si elle était l'unique ressource pour passer à travers sa peine, ce qui n'est pas le cas. Par contre, il y a eu des avantages incroyables à cette recherche-là, c'est qu'à l'époque où ça a été publié, ça met l'accent sur la validation du processus émotionnel qui est vécu par la personne, puis j'aurais le goût de dire par l'entourage, plutôt que de se centrer sur la rationalisation ou le déni de la problématique, du problème puis de la maladie. Donc, on ouvre un espace où on peut parler de ce qui est en train d'arriver. C'est quand même super parce que ça permet de passer d'envisager la résilience, mais c'est très centré sur l'individu. Aussi, c'est plus psychologique. Donc, à partir du moment où on n'est pas un psychologue, ben, comment on accompagne les personnes dans ce processus-là, tu sais? Fait que c'est ça. Ça, c'était les petits bémols que j'avais par rapport à cette approche-là. Quand on utilise l'approche systémique, euh, c'est pas une approche qui se limite premièrement au deuil ou à la maladie grave, c'est une approche qui s'applique à n'importe quelle personne ou système en souffrance qui développe un symptôme complexe. Là, je vais vous donner plein d'exemples. Ça pourrait être euh, puis parfois, ça peut avoir l'air banal, mais c'est des gens qui vont revenir à répétition avec des thèmes particuliers. Par exemple, sur les unités, il y avait une dame que j'ai pas accompagnée, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais qui refusait que son mari meure, qui disait toujours, est-ce qu'on peut gagner du temps? Est-ce qu'on peut gagner une semaine, 2 semaines? Qui était constamment en train d'aller voir les infirmières, puis le docteur pour qu'on puisse sauver son mari, mais pas sauver son mari, lui donner 2, 3 semaines de plus. Puis le personnel était irrité, évidemment, à un moment donné, parce que c'était
vraiment, vraiment fréquent, là, qu'elle allait au poste pour rencontrer les gens. Donc, ce dont on est en train de parler, c'est pas un symptôme physique, c'est un symptôme relationnel. C'est quelque chose qui se présente avec lequel on se gratte un peu la tête, puis on se dit, voyons, elle comprend pas que son mari est vraiment en train de mourir. C'est des symptômes de cet ordre-là. Le symptôme complexe, il y a un sens et il y a une fonction. Donc, ça, on va essayer d'aller comprendre comment ça marche à travers les prochaines diapos. Le symptôme, il est contextuel, culturel, relationnel, voire même transgénérationnel. Fait que parfois, sans s'en rendre compte, on va reprendre des manières d'être, des manières d'interagir qui appartiennent à des traumas qui nous dépassent, qui étaient là avant nous, dans notre famille d'origine. Et ça révèle aussi la complexité de ce qui est en jeu, ce symptôme-là. Donc, on va s'en reparler. Euh, il induit l'idée que le symptôme, puis là, je donne d'autres exemples, la colère, les conflits, la passivité, les symptômes physiques qui ne sont pas traitables, une médication qui ne soulage pas. Bref, la chose dont la personne parle tout le temps, c'est la manifestation de stratégie d'adaptation d'un système plus que d'une personne. La personne, elle est en interrelation, puis elle porte parfois les difficultés des autres. Donc ça, il faut garder ça en tête aussi. Ça permet de travailler sans avoir recours aussi, l'approche systémique, à de l'introspection. Si on est une personne, pour toutes sortes de raisons, qui est très, très concrète ou qui n'a pas beaucoup de capacité à réfléchir sur comment elle se sent ou voire même parfois identifier, j'en ai des gens qui sont même pas capables d'identifier leurs émotions, on va être capable, en regardant comment le système travaille autour de cette personne-là, malgré tout, de l'accompagner dans ses besoins. Un des exemples que j'aime prendre pour illustrer ça, c'est, imaginons que je sois une petite plante tropicale, mais que je sois dans un système de soins qui m'offre des conditions de toundra. Comment je vais faire pour me développer là-dedans? C'est sec, il fait froid, ça pousse pas, ça fonctionnera pas avec moi. Puis moi, je suis pas capable de le nommer, mais là, il y a quelqu'un d'assez intelligent qui va se présenter puis qui va dire, wow, on se retrouve avec une plante tropicale dans un milieu qui n'est pas pour elle. On va essayer de lui créer des conditions tropicales. On peut juste prendre l'exemple des enfants qui ne sont pas encore prêts à tout nommer leur monde intérieur, nommer leurs besoins, nommer ce qu'ils sont en train de vivre. On peut, par l'observation, leur offrir les conditions qui vont leur permettre de se développer à travers et malgré et en dépit de la maladie. OK? Donc, ça, c'est un exemple que j'aime bien donner pour imager ça. J'espère que ça a du sens pour vous. Euh, donc, au lieu d'avoir une action sur un seul individu, on a une action sur la relation qui existe entre les personnes et son environnement pour modifier les comportements de la personne qui l'entoure. Ça va permettre d'explorer les interactions complexes entre les membres de la famille, d'une équipe médicale avec ses patients, les rôles, les règles, les attentes, les schémas de communication. Donc, tout ça, ça va être en jeu à travers cette approche-là. Ça va permettre de faire face aux différents stresseurs puis aux étapes de la vie. Pour illustrer ça, j'aimerais ça vous parler de quelqu'un que je connais, en fait, qui s'est retrouvé. L'exemple que je donne, c'est que lui est pharmacien. Sa femme a le cancer. Ils ont deux jeunes enfants. Sa femme est désespérée à l'idée de mourir, évidemment. Elle a des jeunes enfants. Elle est jeune elle-même. Pourquoi elle quitterait la vie? C'est injuste pour elle. Elle va mettre une pression incroyable sur son mari qui devrait, techniquement, être capable de lui trouver un médicament pour la soigner, puis l'aider à survivre. C'est un pharmacien. Donc là, lui, il s'engage dans des recherches incroyables pour essayer de sauver sa femme quand tout le monde sait que son diagnostic est à issue fatale. Il n'y aura plus de possibilité. En fait, quand on a parlé de cette situation-là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'histoire de ces gens-là, donc quand je vous disais que ça pouvait être transgénérationnel, il y a une difficulté à se séparer. La mort est vécue, en fait, pour eux comme un abandon. Donc, la femme a été adoptée, donc a déjà été abandonnée.
Le mari a perdu ses parents, il venait d'un pays étranger, il a perdu ses parents à la guerre, il s'est retrouvé seul, puis il a dû faire face à la vie. Donc, ces deux-là avaient un match parfait d'une certaine façon parce qu'ils comprenaient c'était quoi de faire face à la vie tout seul. Et là, tout à coup, cette maladie-là vient mettre entre eux deux l'idée de l'abandon. De si tu ne trouves pas une solution, tu m'abandonnes. Moi, je ne peux pas abandonner mes enfants comme moi j'ai été abandonnée. À partir du moment où on le nomme, puis qu'on s'en parle, puis qu'on est capable de réfléchir autour de ça, OK? Sachant qu'on n'est pas immortel, sachant que la maladie est à l'intérieur de toi, comment tu veux être là pour tes enfants jusqu'à la fin? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace pour tes enfants? Comment tu souhaiterais que ton mari accompagne tes enfants plus tard, quand toi, tu seras plus là? On peut penser l'impensable. Puis là, ça devient, il y a comme un relâchement qui s'installe dans la crainte de la mort. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vais vous dire que les symptômes, des fois, ne se présentent pas physiquement, ils se présentent dans des thèmes qu'on peut, à la loupe, aller voir avec eux, les aider à parler de ces thèmes-là pour être capable éventuellement de les apaiser, eux, d'apaiser leur famille, leur entourage, d'apaiser l'équipe soignante aussi, dans ce cas-ci, le mari, par ailleurs. Donc, en gros, ça permet ça, l'approche systémique. Donc, on n'est pas juste dans le déni, le deuil, nanana, c'est pas quelque chose que toi, tu dois travailler pour toi-même, c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais on continue sur une définition de l'approche systémique. Donc, c'est une approche théorique et pratique, comme vous le voyez, qui considère que les phénomènes sont interconnectés et interdépendants au sein de systèmes complexes. La définition ensuite, je vais la décortiquer. Donc, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction. Donc, ça peut être un ensemble d'éléments, moi avec mon conjoint, moi avec les enfants, moi avec l'équipe médicale. Donc là, ce que vous voyez déjà, c'est l'idée d'un mobile. Ça, c'est un exemple qu'on prend souvent en systémique. Imaginez les mobiles au-dessus du lit des enfants, qui a plusieurs petites figurines. Ben, notre vie est un peu comme un mobile. Parfois, on est au centre du mobile, parfois pas. On fait partie du mobile des autres. Mais on est enchevêtré. Peut-être pas enchevêtré, mais on est interrelié certainement dans un système relationnel. Donc, ce système-là est en interaction. L'interaction, c'est en systémique notre objet d'étude. C'est pas tant madame qui a le cancer puis qui veut pas abandonner ses enfants, puis monsieur qui est pharmacien puis qui trouve pas de solution pour sa femme puis qui se sent impuissant. C'est ce qui se passe entre eux deux. C'est ça, notre client. OK? Donc, c'est quelque chose d'un peu invisible, mais qui apparaît dans des comportements, des interactions puis des manières d'être. Donc, l'interaction, c'est notre objet d'intervention. C'est un système, un ensemble d'éléments d'interaction organisés. Organisés, on décortique ça selon des conventions. Par exemple, on est des collègues, c'est une convention. On est des étudiants, convention dans le rapport entre le professeur puis nous, par des alliances. Donc, on est mariés, on est en couple, on a des enfants par la filiation, parfois par affinité, on est des amis, on pratique des loisirs. Donc, ça, on est organisé autour d'une affinité. On peut être organisé autour de règles, plein de règles sociales, culturelles, des valeurs qu'on peut avoir. On peut être organisé autour de règles qui sont formelles ou informelles. Dans les familles, souvent, les gens vont dire des choses comme on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Tu sais, des fois, il y a des. Là, j'ai une règle culinaire qui me vient en tête qui est un peu anecdotique, mais quand même, tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se retrouver. Pourquoi on met du lait quand on fait du maïs dans. Pourquoi on met du lait dans l'eau? Je sais pas, ma mère, elle faisait ça. C'est informel, on le sait pas trop. Mais dans les relations, il y a beaucoup de choses comme ça aussi qui peuvent se reproduire. Quand on va questionner les gens sur pourquoi vous interagissez comme ça, des fois, ils vont dire, on ne sait pas, c'est le même chez nous. Puis là, on va les aider à réfléchir sur pourquoi c'est comme ça, puis est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça a été transmis? Est-ce qu'ils veulent vivre de même? Donc, ça va nous permettre de travailler ça. Des règles formelles, informelles, implicites, explicites,
fonctionnelle ou affective. Des fois, on a des routines, par exemple. Ça, c'est fonctionnel. On s'organise. Puis ça va impacter beaucoup, beaucoup dans la maladie, les règles fonctionnelles. Tout ce qu'on avait mis en place pour que notre vie soit efficace est bouleversé par une série de rendez-vous chez le docteur, à l'hôpital, une série de symptômes, d'effets secondaires qui font qu'on avait planifié faire notre journée de telle façon, puis c'est plus possible. On a mal au cœur, on a mal à la tête, on a l'impression qu'il y a un 10 roues qui nous est passé sur le corps. Finalement, notre journée tombe à l'eau. Fait qu'il y a la fonctionnalité de notre vie est beaucoup affectée quand on est malade. Puis des règles affectives aussi. Les gens, parfois, justement, dans l'exemple que je donnais juste avant, il y avait un sentiment de trahison par rapport au fait que tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu devrais trouver un médicament. Il y avait une forme de trahison pour la femme, en fait. Fait qu'affectivement, elle se sentait comme ça, à tort ou à raison, mais elle se sentait comme ça. C'est organisé aussi mécaniquement. Puis là, je me permets une incartade du côté de la neuropsychologie pour vous parler d'un livre que j'ai mis dans la bibliographie, puis que je considère qu'on devrait lire là, quand on travaille auprès des personnes qui vivent des deuils, des pertes, des transitions. Il est seulement en anglais, par contre, je m'en excuse. Ça s'appelle The Grieving Brain. Puis pour faire un chemin très court vers ce qu'elle nous transmet comme message, c'est qu'en gros, le cerveau, c'est un organe paresseux, ce qui est très contre-intuitif. Sa manière d'appliquer sa paresse, en fait, c'est d'essayer de créer des chemins les plus simples possibles pour arriver du point A au point B. Donc, il va créer des routines dans le cerveau. Puis c'est pour ça, en partie, qu'on est routinier, les humains. C'est pour économiser le cerveau pour que lui puisse garder la majeure partie de son énergie à se protéger, apprendre, intégrer des nouveautés, donc tous les facteurs de stress qui pourraient nous impacter, mais lui, il est prêt pour ça. Puis pour être prêt pour ça, mais il faut qu'il ait, d'une certaine façon, mécanisé plusieurs de ses comportements. Puis là où ça va impacter dans le deuil, c'est qu'imaginez que vous êtes en couple depuis 30 ans avec quelqu'un, c'est l'exemple qu'elle donne, que vous vivez dans la même maison depuis tout ce temps-là, que votre conjoint avait l'habitude d'arriver en voiture à 18 heures, puis que vous entendiez la porte du garage ouvrir, ça va être très long avant que votre cerveau désencode le bruit de la porte de garage à 18 heures. Il y a une routine dans son cerveau qui s'est installée qui fait que à 18 heures, la porte de garage s'ouvre, mais elle ne s'ouvre plus. Tristesse. Donc, dans le fond, ce qu'elle voulait faire, elle, c'est aller voir est-ce qu'on voit le deuil dans le cerveau des patients. Et oui, on le voit. On le voit parce que justement, au moment où une répétition, entre autres, c'est une des parties, mais au moment où quelque chose d'attendu n'arrive pas, ben, le cerveau travaille fort à se réorganiser puis à encoder l'absence de la personne. Il travaille extrêmement fort. Donc ça, c'est une des façons que le système a de s'organiser, donc même organiquement dans notre corps. Et tout ça, c'est dans le but de s'équilibrer. Donc, un système est un ensemble d'éléments d'interaction organisés dans un contexte. Donc, j'en ai donné plusieurs éléments de contexte familial, économique, social, d'emploi, religieux. C'est notre vie maintenant puis notre vie avant la pandémie, c'est plus exactement la même. On a tous remarqué que l'épicerie a augmenté, moi, je suis à Montréal, je ne sais pas dans quelle région du Québec vous êtes, mais il y a une augmentation de la violence. Il y a des choses qui ont changé dans le climat. On n'est plus exactement dans le même contexte qu'on était avant. Donc, c'est dans l'idée du processus, les choses sont mouvantes et impermanentes, même là-dedans. Fait que c'est important de regarder une photo ici maintenant de la personne puis de son entourage, puis de l'aider à s'ancrer dans l'instant présent à travers l'épreuve de la maladie grave. Donc, dans un contexte, pour des finalités, les finalités, encore une fois, peuvent être individuelles, familiales ou sociales. Et dans les familles, c'est souvent là qu'on va voir, par exemple, des conflits arriver. Les gens ne vont pas s'entendre sur un épisode de soins. C'est comme si la personne ne s'appartient plus, puis tout le monde va s'approprier le fait que maman devrait avoir tel type de traitement, puis pas tel autre, qu'on devrait s'acharner thérapeutiquement ou pas. Vous voyez, c'est là, dans ce temps-là, là, que les finalités sont plus toujours orientées vers la personne, mais vers le fait que certaines personnes veulent se soulager de leur propre souffrance, ne pas perdre la personne qu'ils aiment. C'est là que ça peut entrer en conflit.
Donc, il se passe beaucoup de choses autour de ces thèmes-là et pour des finalités évoluant dans le temps. Donc, il y a plein de choses qui vont faire en sorte juste le temps qui passe fait évoluer les choses. Les cycles de la vie, comme je le disais au début, être un jeune adulte, la retraite, tout ça va faire évoluer les choses. Puis il y a les crises de la vie qui évoluent. Donc, on peut avoir un système qui est en parfait équilibre, qui est marqué par la maladie, déséquilibre. Donc, en gros, là, l'idée du systémique, c'est que nous, on va essayer de s'intégrer là-dedans en gardant en tête toutes ces dimensions-là. Les principes du systémique, il y en a 4. Je vais y aller quand même rapidement. Comme je vous dis, on pourrait passer des années à étudier ça. Un des premiers principes, c'est la totalité. Là, vous m'entendez, hein, déjà quand je vous dis qu'on n'est pas juste centré sur un individu puis l'autre individu, mais que c'est pas un plus un fait deux, c'est un plus un et l'interaction, ça fait trois. Et après ça, on va aller a- avec tout le réseau qui va se tisser autour. Donc, le tout est toujours plus grand que la somme de ses parties. On peut être trois personnes en interrelation, mais si on met moi par rapport à mon conjoint, nous deux, après ça, nos enfants, on intègre le système médical là-dedans. Donc, tout ça, c'est notre objet d'étude. Le tout est plus grand que la somme de ses parties. Donc, on parle d'un principe de non-sommativité. Puis dans ce contexte-là, notre vocabulaire, ce ne sera pas un vocabulaire mathématique, ce ne sera pas comme les choses se multiplient, s'additionnent. On est plus euh, dans des termes dynamiques. On va parler on s'articule autour de la maladie, on intègre la maladie, on se positionne par rapport à la maladie. Donc, on est plus dans l'interaction, puis dans comment on va, sous quel angle on va la regarder, ce bébête-là là, qui vient nous assaillir. Euh, L'interaction, ça signifie, bon, évidemment, c'est différents systèmes qui interagissent les uns avec les autres. Ça, c'est la base. Mais ce que ça veut dire, c'est que les effets ont des conséquences sur les causes qui les ont produites, puis conformément à un principe de feedback. Donc, nous, on ne va pas travailler de façon linéaire. On ne va pas dire ça engendre ça. Parce que madame a été abandonnée, puis qu'elle s'est reliée avec quelqu'un qui comprenait sa réalité, elle est attaquée par la maladie, ça fait une boucle de rétroaction sur mais tu m'avais dit que tu ne me laisserais pas tomber. On va y aller de façon circulaire. C'est pas cause à effet, c'est tout ça s'inter-influence. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération pour en arriver à comprendre ce qui se joue entre eux deux. Puis sur comment on peut se déposer là-dedans. Donc, quand on va questionner les gens, on ne va pas juste les questionner, Madame, dites-moi comment vous voyez telle chose. On peut tout à fait demander, supposons que cette dame-là a une conjointe, comment vous pensez que votre conjointe réagit à ce qui est en train de lui arriver? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a de besoin? Comment vous pensez qu'elle réagit par rapport au fait que, ben, elle va être moins présente pour vos enfants? Donc, on va essayer, en fait, de s'aider à se mettre dans une posture où on va pouvoir aussi penser un peu à travers les yeux de l'autre pour pouvoir assainir nos interactions. Puis pendant qu'on fait ça, on est aussi en train d'aider l'autre à voir qu'est-ce qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas de sa situation. Ça nous permet de se rééquilibrer dans un nouveau contexte. Donc, on est dans la circularité. L'équifinalité, ce que ça veut dire, c'est que une même action peut engendrer des résultats différents ou des actions différentes peuvent engendrer les mêmes effets. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si par le passé, vous faites l'examen, puis on va voir plus tard, on va demander aux gens quelles sont les solutions que vous avez tentées jusqu'à présent. Des fois, les gens vont dire, oui, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que je ne veux pas réessayer telle affaire. Peut-être. Peut-être que dans ce contexte-là, à ce moment-là de votre vie, c'est pas quelque chose qui était utile. Peut-être que maintenant, à l'âge que vous avez,
avec l'expérience que vous avez acquise grâce à la maladie, avec le nouveau réseau de contacts que vous avez, avec les nouvelles informations que vous avez que l'équipe médicale vous a transmises, c'est possible que cette solution-là s'intègre mieux dans votre vie, puis qu'elle soit utile. Donc, on va essayer d'ouvrir le champ des possibles, puis de ne pas condamner. Euh, on ne condamne pas grand-chose. On n'est pas une approche très antidéterministe. C'est-à-dire qu'on est antidéterministe, c'est-à-dire qu'on ne veut pas penser que, euh, à part la mort, il y a moyen de moyenner. On va trouver des solutions à travers ça. Un des exemples que je peux donner qui serait en lien avec le cancer, c'est que on sait que le cancer a de multiples causes. À l'inverse, il arrive qu'une même cause conduise à différents effets. Donc, ce qu'on sait, par exemple, c'est que pas le cancer, le fait d'être fumeur peut engendrer certains cancers, mais pas à 100%. Donc, vous voyez l'idée? Fait que ça oblige à prendre en compte les facteurs dans leur contexte, puis dans le contexte dans lequel ils se produisent les phénomènes. La dernière chose, c'est l'homéostasie. Donc, ça, c'est le dernier principe. Tous les systèmes tendent à vouloir maintenir leur équilibre. Puis ça, c'est super important de l'avoir en tête parce que parfois, on va rencontrer des familles qui nous semblent, à nos yeux, à nous, puis là, je vais utiliser un mot qu'on n'utilise pas tant que ça en systémique, mais on va dire qu'ils sont dysfonctionnels. C'est leur manière de rester en équilibre. Ils protègent quelque chose comme ça. Ils protègent, par exemple, des fois, il y a des familles très, très enchevêtrées qui vont se protéger de l'extérieur parce que, bon, ils ont des craintes, puis là, on va essayer d'analyser ça. Ça peut avoir l'air hermétique, ça peut être extrêmement difficile pour l'équipe traitante d'entrer là-dedans, mais tant qu'on n'a pas compris à quoi ça leur sert, donc c'est quoi la fonction de ce comportement-là, on ne sera pas capable de se mettre sur la même page qu'eux autres. On va juste se sentir en train de les forcer, on va se positionner en expert par rapport à eux au lieu d'être avec eux dans ce processus-là, et ça risque d'être compliqué. Puis l'autre chose aussi, c'est que nous, on arrive, les praticiens, les gens qui travaillent dans la santé, on s'impose à eux parce que, bon, on veut les accompagner, les aider. Dans mon cas, à moi, ils viennent de façon volontaire, mais dans le milieu hospitalier, ils ont beaucoup, beaucoup d'interventions qui sont très intrusives puis qui leur font perdre leur équilibre. Fait que ça se peut qu'ils cherchent à maintenir certains aspects de leur vie pour être capable de sentir qu'ils ont des repères. Fait qu'on va les accompagner doucement là-dedans, dans laisser aller ces repères-là pour en intégrer des nouveaux. Mais c'est pas juste qu'ils veulent être résistants ou être contre nous, c'est que ça se passe vite. Donc, on peut y aller, essayer de voir si on peut ralentir ou du moins les accompagner là où c'est difficile pour eux. Le cancer en soi, c'est une perte d'homéostasie qui met le corps en crise. Cet événement-là met la personne en crise qui doit réévaluer ses rôles. Peut-être qu'elle sera plus capable d'aller au travail, peut-être qu'elle sera plus capable d'assumer sa fonction parentale de la même manière, peut-être qu'elle sera plus capable d'aller à l'école, tout ça. Doit réévaluer ses rôles, ses fonctions. Puis ça va avoir un impact sur tous ces systèmes. Et, euh, et puis, ben, c'est pour ça que c'est utile d'aller chercher tout le monde pour faire équipe là-dedans. L'idée, c'est comment on va intégrer la maladie à son mobile. C'est une coloc qu'on n'a pas choisie, mais elle est là pour un petit bout de temps. Là, je vous réfère au livre de Delage dont vous avez la référence à la fin en bibliographie. Comment on intègre la maladie? Delage, il va la séquencer en fait en trois parties. La première partie, c'est le choc. Je vous dirais que les clients parfois s'en doutaient. Certaines fois, il y avait des symptômes qui les ont amenés à consulter. Parfois, ils ont des antécédents familiaux qui leur permettent de reconnaître les indices puis de savoir que probablement que c'est ça. Malgré qu'ils s'en doutaient, le choc, je vous dirais que ça, c'est inévitable, ça arrive à tout le monde. Puis vous pourrez voir si ça arrive que vous accompagnez quelqu'un aux soins palliatifs, malgré que les gens, on le sait, on l'attend, on les accompagne pour qu'ils décèdent. Quand ils décèdent, ça fait un choc. On le savait pourtant. Mais il y a une espèce de moment comme ça où on vit ce moment-là.
L'autre option, c'est qu'on n'avait pas de symptômes avant le diagnostic. Fait que quand on n'avait pas, ben, la surprise est encore plus grande. C'est ça, on n'avait pas de symptômes. Puis souvent, c'est les traitements qui vont nous rendre malades. Donc ça peut être surprenant. Comme je disais, parfois, ça va tellement vite entre le moment où on a le diagnostic puis les traitements qu'on n'a pas le temps d'intégrer qu'on est malade, qu'on est déjà en traitement. On n'a pas eu le temps d'organiser notre vie de famille, qu'on est déjà en traitement. On a à peine eu le temps d'aller au RH porter notre papier d'arrêt de travail, qu'on est déjà en traitement. Donc, il y a une pression énorme au début des traitements. Ce que ça va provoquer, selon ce que Delage dit, puis si je vous le partage, c'est parce que je suis assez d'accord puis que je l'observe dans ma pratique, il va y avoir trois choses. Il va y avoir un effondrement existentiel, une crise émotionnelle qui va éventuellement amener à une meilleure adaptation. Quand il parle de la crise existentielle, vous allez le voir, c'est là où ça va être intéressant en systémique, justement, d'aller voir auprès des personnes, qu'est-ce qui... Avez-vous une vie spirituelle? Avez-vous une philosophie de vie? À quoi vous croyez? Comment vous percevez la maladie dans votre vie? Parce que les gens, tout à coup, vont remettre en question un système de croyances qu'ils ont. Il y a certaines personnes très cartésiennes qui vont dire, ben, la maladie fait partie de la vie, le traitement, c'est ça, je vais le faire, puis ils vont y aller étape par étape. Mais ça pourrait remettre en question l'idée qu'ils étaient invincibles. Ils savent que la vie fait partie, la maladie fait partie de la vie, mais c'était des gens super efficaces. Puis là, tout d'un coup, ils ne sont plus. Fait que c'est comme si ça les amène à se demander déjà pourquoi moi? Pourquoi moi qui fume pas, qui s'entraîne, qui mange bien, je suis malade? Comme si c'est un mauvais sort qui leur était transmis, alors que c'est un hasard. OK? Donc, le sens de la vie est remis en question, le pourquoi, le futur est remis en question. Il y a des gens, vous allez voir, qui vont parfois mettre comme un voile devant leurs yeux, puis ils ne seront pas capables de prévoir le lendemain, tellement ils sont tétanisés par l'idée que demain n'arrivera peut-être pas. Fait que comment on réintroduit la notion du temps euh, auprès de ces familles-là, auprès de ces personnes-là, de dire comment demain peut à nouveau réapparaître dans ta vie, tu sais, comment ça peut exister? On a besoin de se projeter, on a besoin de rêver. Donc, comment on réintroduit ça? Quand c'est un enfant qui est malade, ça, là, c'est plus difficile à accepter en général, je vous dirais. Vous allez le voir que quand c'est grand-papa ou grand-maman qui avait 96, 98 ans, on est triste de perdre cette personne-là, évidemment, mais c'est comme plus légitime aux yeux des gens. Quand c'est un enfant, il y a un sentiment d'injustice totale qui est, moi, j'ai travaillé un petit moment au Fort Enfants et Famille, puis les parents comprennent pas pourquoi ça arrive à leur enfant, comprennent pas pourquoi ça arrive, point, comprennent pas pourquoi ça leur arrive à eux, comment ils vont faire pour continuer après avec la famille, comment ils continuent de s'occuper de la famille quand ils doivent passer 100% de leur temps avec un enfant. Ils sont envahis de toutes sortes de sentiments. Euh, puis j'avoue que là, dans ces situations-là, je me rappelle pas que j'ai pas vu poindre la colère. Il y a beaucoup de colère. Ce que je vous invite à garder en tête quand ça se produit, c'est que ces parents-là sont envahis de tout bord, tout côté. Ils ont énormément de tâches à accomplir. Et puis le réseau, des fois, est fragilisé aussi parce que, imaginez une série, imaginez un génogramme, là, donc imaginez les grands-parents qui ont de la peine pour leurs enfants et qui ont de la peine pour les petits-enfants. Donc, eux, ils ont une double peine. Tout le monde est un peu dysfonctionnel. Dans ce temps-là, le reste de la fratrie peut être un petit peu plus à risque. Un petit peu plus à risque de négligence, un petit peu plus à risque d'agressivité, de violence. Les parents et l'entourage est épuisé. Euh, donc, gardez ça en tête. Allez vérifier comment vont les autres enfants. Puis, dans le concret, est-ce que tu joues? Est-ce que tes devoirs sont faits? Est-ce que tu manges? Puis comment les gens te parlent de la maladie? Comment t'es accueilli, toi, dans ton vécu par rapport à la maladie de ton frère ou de ta sœur? Moi, j'entends souvent les jeunes dire, il y a une phrase qui revient souvent, malheureusement, puis les gens s'en rendent pas compte, mais ils vont dire à la fratrie, euh, ben c'est plate pour toi, c'est vrai, tu vas perdre ton frère ou ta sœur, mais imagine tes parents, ils vont perdre un enfant.
Donc, sans s'en rendre compte, pour supposément encourager l'enfant, ils viennent complètement d'invalider sa peine. Donc, allez voir comment on prend soin de leur cœur, de leur corps et de leur enfance ou de leur adolescence. C'est des enfants qui vont se mettre sur le frein, qui vont essayer souvent d'être le plus parfait possible pour pas rajouter du poids à la famille. Mais une fois que l'enfant est décédé, des fois, tout ça, là, tout ce système d'adaptation-là va lâcher. Puis là, ils vont devenir plus agissants. Puis c'est là qu'ils vont avoir l'impression qu'ils ont le temps de vivre, ce qu'ils n'ont pas pu vivre pendant la maladie de leur frère ou de leur sœur. Donc, on peut essayer de garder l'œil ouvert là, par rapport à ça. Puis eux aussi vivent une crise existentielle parce qu'ils vont nommer des choses comme pourquoi moi j'ai le droit de continuer de vivre? Pourquoi moi je vais à l'école? Tu sais, c'est pas juste par rapport à mon frère ou à ma sœur. Qu'est-ce qui fait que moi, je suis en vie puis pas l'autre? Il n'y a pas à avoir de la culpabilité. Donc, prendre le temps de s'asseoir avec eux pour en discuter. La crise émotionnelle qui va arriver, en fait, dans la période du diagnostic puis des traitements, c'est aussi une période où puis on va le voir dans la diapo d'après, plus précisément, mais les défenses vont remonter, puis les mécanismes d'adaptation aussi. Fait que le choc va être absorbé par un système au complet. Fait que là, imaginez, moi, mettons, j'ai le cancer du sang. Euh, Mon conjoint apprend la nouvelle. Ses défenses, ses mécanismes d'adaptation montent. Notre famille, défense, mécanisme d'adaptation. Parents, défense, mécanisme d'adaptation. Pouf, tout ça vient de s'ajouter au mobile. Il y a beaucoup de choses en interaction. Une chose à savoir, ce que Delage mentionne dans le livre, puis ce qui est assez connu comme information, c'est que les hommes en général se reposent sur leur conjoint pratiquement uniquement pour parler de leur vécu émotionnel. Ils n'en parlent pas tant que ça à leurs amis. Donc, si vous avez un client masculin, ben, prendre le temps d'aller vérifier comment il va. Ils vont s'ouvrir quand même aux intervenants, mais peu à leur entourage. Leur réseau est plus, même s'ils ont beaucoup d'amis, ça va être des amis pour faire des activités, pour partager des loisirs, mais un petit peu moins pour parler de leur vie privée. Même si ça tend à changer, il y a encore ça qui est présent. Du côté des femmes, ben là, elles se reposent davantage sur un entourage élargi. Euh, Puis on va le voir plus tard, on va aller évaluer qui est en difficulté dans l'entourage. Mais on va le voir un petit peu plus tard. On va aussi, dans cette période-là, la période du diagnostic puis du traitement, se demander, nous, comme intervenants, comment on va. J'ai un exemple en tête quand j'étais très jeune intervenante, j'étais bébé intervenante, je commençais, puis je voulais donc bien être parfaite. Puis dans ce temps-là, je travaillais en pédopsychiatrie. Il y a une médecin, en fait, qui accompagnait un jeune qui avait vécu, il avait eu un parcours de vie vraiment adverse et compliqué. Il avait développé des symptômes de maladie mentale. Puis c'est un garçon à qui elle s'était attachée puis qui était pratiquement orphelin, en fait. On va le dire comme ça. À un moment donné, le téléphone sonne, nous, on est en discussion clinique sur autre chose complètement, prend l'appel, puis c'est l'hôpital qui l'informe à titre de psychiatre que son petit patient est atteint de leucémie. Quand elle a raccroché, elle a enlevé ses lunettes puis elle a pleuré un peu. Ça m'a tellement frappée parce que dans ma tête à moi, quand j'étais une jeune intervenante, on devait être fort, on devait pas montrer nos émotions, on devait être capable de les encaisser. Puis ça a été une leçon dans les premiers mois de ma carrière de se dire, on a le droit et on a surtout le droit de vivre les émotions qu'on ressent en lien avec les problématiques des familles, des jeunes, des gens qu'on accompagne. C'est possible, évidemment, qu'on ne le fasse pas devant eux. Idéalement, on va essayer de se garder un moment pour nous pour faire ça, mais on a besoin de prendre soin de ce que ça nous fait vivre pour pouvoir se retrouver de façon disponible à eux. Fait qu'est-ce qu'on va avoir de la supervision clinique? Est-ce qu'on va parler à nos collègues? Est-ce qu'on va nous-mêmes avoir des stratégies par exemple, moi je pratique la méditation, on peut faire du yoga, on peut aller marcher, on peut faire du sport, mais l'idée c'est de ne pas nier que nous, on fait partie du système à partir du moment où on entre dans leur vie et que nous aussi, on est impacté. Là, je vous parle d'un moment où on est ému, des fois on peut être irrité, des fois on peut être impatient, des fois on peut avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais ça va être des moments où on va se retirer un peu pour prendre soin de nous, puis essayer de voir
comment on peut se remettre dans le système, revenir sur nos deux pattes plus solides dans nos bottines pour être capable de continuer de les accompagner. Puis ça va passer par prendre soin de soi aussi. Pour ce qui est de la rémission, ce que Delage nous dit, c'est qu'il y a principalement trois choses à regarder. La première, c'est la fonctionnalité de la famille, individuelle, familiale et conjugale, puis éventuellement la gestion de l'incertitude. En fait, c'est deux choses. Donc, la fonctionnalité et la gestion de l'incertitude. Individuellement, pendant la période de rémission, là, ce qu'il faut imaginer, c'est que la période de traitement est passée, terminée. On s'était réorganisé autour des multiples rendez-vous de la personne. Et là, la personne se sent plus en forme et veut reprendre sa place dans la famille. Puis là, je vais vous donner un exemple dernièrement que j'ai eu. Un garçon qui était fâché contre son père parce qu'il disait, Hey, tu sais, moi, là, pendant que tu n'étais pas là, je l'ai pris le rôle de père, puis je me suis occupée de mon petit frère. Puis là, toi, tu reviens, puis là, tout à coup, c'est toi qui veux faire la loi par rapport à lui. Puis il était vraiment pas content. En quelque part, dans cette situation-là, lui s'était dit, mais il faut que je soutienne mon père en prenant soin de mon frère. Il s'est investi de ce rôle-là, qu'on lui a pas nécessairement donné, mais qui s'est attribué lui-même. Puis là, il y a eu une espèce de lutte où son père pensait qu'il s'opposait à lui, mais c'était pas ça. C'était juste comme il lui retirait les gains qu'il avait, d'une certaine façon, à prendre soin de son père. Fait qu'il y a eu une conversation autour de ça. Donc, quand je vous dis que les rôles se sont réattribués, puis parfois inconsciemment, puis implicitement, bien ça, c'est un bon exemple. Donc, comment on va faire pour reprendre notre place, reprendre notre rôle, remercier les gens qui nous ont accompagnés pendant cette période-là où on a été moins disponible, puis dire, Hey, merci, c'était super que tu prennes soin de ton petit frère, mais tu sais quoi, là, tu peux redevenir un jeune garçon, profiter de ta vie, aller jouer avec tes amis, tu sais, aller à l'école, je leur prends ce rôle-là. Puis c'est pas toujours agréable d'être obligé de disputer ton frère, c'est moi qui va s'en occuper. Fait que tu sais, c'est vraiment d'avoir un mouvement de reconnaissance auprès de la personne. Donc, comment on reprend notre rôle? Euh, L'autre chose aussi, c'est que le regard des profs peut avoir changé sur la personne qui a été malade, même si elle est en rémission. Ça se peut que les gens continuent de la traiter comme quelqu'un d'affaibli alors qu'elle l'est plus, puis ça peut être frustrant. Donc, d'essayer d'aller voir tous ces aspects-là. La vie de couple peut avoir, sans s'en rendre compte, écopé un peu parce que ça reste que quand c'est un ou l'autre des membres du couple qui est malade, ça place d'une certaine façon l'autre membre du couple dans une posture un peu parentifiée, c'est-à-dire qu'il va prendre soin de son proche, de son amour, comme d'un enfant parfois. Ça peut impacter la vie sexuelle, ça peut impacter d'une certaine façon hiérarchiquement un peu aussi la dynamique. Donc, comment on revient à ce qu'on était, c'est-à-dire un couple égal, si c'était ça qui était le cas, Euh, puis comment on réintroduit la sexualité dans le couple si ça a été difficile, comment on reprend nos rôles de parents ensemble, comment on discute à propos des enfants. Puis la famille, ben, comme je viens de vous donner, si on le regarde sur un angle de famille élargi, quand un des deux parents est malade ou quand un enfant est malade, ben, ça se peut que les grands-parents s'immiscent dans la vie familiale, qui deviennent d'une certaine façon les nouveaux parents des autres enfants, qui s'immiscent dans le couple pour venir soutenir leur enfant. Mais là, ça va créer un trio puis pas un duo, donc ça peut devenir compliqué. Ça, c'est important d'essayer de le voir. La personne malade veut reprendre parfois ses fonctions alors qu'elle n'est pas encore capable. Donc, comment on la réintègre dans la famille tout en n'étant pas infantilisant, en lui permettant, elle, de reprendre sa place à son rythme. Puis, autant à son rythme physique qu'à son rythme psychologique, c'est peut-être difficile à accepter qu'elle n'est pas encore capable de tout faire ce qu'elle pouvait faire avant. Peut-être même que ça ne reviendra pas. Il y a un cheminement à faire intérieur, puis un cheminement à faire avec les autres aussi par rapport à ça. Donc, prendre le temps de le faire. Euh, J'essaie de voir, il y a des choses dont je vous ai parlé. Je veux insister sur quelque chose, sur le fait que les gens qui nous consultent veulent souvent revenir à l'état antérieur. Puis ça, c'est un travail à faire avec douceur, vraiment, tu sais, d'intégrer l'idée du ici maintenant avec eux autres.
du temps qui passe, de l'impermanence des choses. Là, je suis beaucoup dans des pratiques moins systémiques, plus de mindfulness, plus de pleine conscience, mais c'est pas du tout contraire à l'approche systémique, étant donné que l'approche systémique, c'est une approche qui est ancrée dans le présent. L'idée, c'est d'essayer de voir c'est quoi votre nouvelle normalité, c'est comment vous allez faire maintenant, puis comment vous allez laisser aller le passé. Là, il y en a qui diraient faire le deuil du passé, puis c'est possible, mais comment on va renoncer à des choses, comment on va les remercier, ces affaires-là, d'avoir été dans notre vie d'une certaine manière. Euh, donc, il y aurait peut-être même des rituels à faire des fois avec les familles pour les accompagner dans laisser aller ce qui n'est plus. Mais on revient à maintenant. Hmm. La gestion de l'incertitude dans la phase de rémission va prendre une grande place parce qu'effectivement, qu'il y a l'épée de Damoclès de la récidive qui plane au-dessus de la tête des gens. Euh, il y en a, comme je vous disais, qui vont freiner l'idée même de réfléchir au futur. Donc, on va essayer de réintégrer le temps avec eux autres, hein, de réintégrer doucement des projets, doucement des rêves. Il y en a qui ont la peur d'être altérés pour toujours, la peur de la récidive. Je vais vous donner beaucoup de stratégies à la fin, comment travailler ça. Donc, il y en aura dans la partie plus là, d'intervention. On peut échanger autour de ce thème-là. On le fait pas assez. Les gens se sentent pas confortables à parler de l'incertitude, mais pourtant, quand on prend le temps, ça les libère de dire, parlez-moi de comment vous vivez ça. Tout à coup, d'avoir pris conscience que ben, la vie pouvait vous jouer un sale tour, tu sais, que ça pouvait arriver. Cette possibilité-là a toujours été là. Là, vous en prenez conscience. Parlez-moi de ça. On va réfléchir en famille autour de ça. On va réfléchir avec l'équipe traitante autour de ça. Donc, de l'amener le thème pour essayer de les aider à apprivoiser l'inconfort qui est lié à ça, puis intégrer la possibilité de vivre avec, hein, sans rester dans des états de panique. Ce qu'il dit, c'est que le passage de la survie, là, je parle de l'âge, il dit le passage de la survie à la renaissance dépend de ce qui sera construit autour du patient afin de lui permettre de réinvestir un projet de vie. Donc, de récupérer la confiance en soi puis en la vie. Euh, j'ai un exemple à vous donner touchant. Dernièrement, j'ai une de mes clientes qui me disait qu'elle s'est investie dans la fondation de son hôpital en oncologie à partir de ses forces à elle. Donc, elle a un métier, là, je vais faire attention de ne pas trop donner d'informations, mais elle a un métier puis des compétences transférables. Puis au début, juste l'idée de rentrer à l'unité d'oncologie, on a passé des séances à en parler tellement ça l'horrifiait. Puis maintenant, elle veut y retourner pour accompagner les autres. Donc ça, c'est vraiment intégrer la maladie. Donc, ce qu'on veut, c'est développer la confiance en soi en la vie, retrouver la fluidité du temps, puis réviser ce qu'on peut faire avec qui on est ici, maintenant. L'adaptation, deux mots. Vous pourrez aller lire le chapitre dans le livre de Delage. Ah, en passant ces informations-là de ce livre-là, si vous voulez, vous pouvez télécharger que des chapitres du livre. C'est sur le site cairn, cairn.info. Vous avez la référence du livre. Vous pouvez télécharger juste des chapitres si ça vous intéresse puis que vous ne voulez pas avoir le livre au complet. Je vous recommande de faire ça. Ce que Delage nous dit dans cette période d'adaptation-là, c'est que l'enjeu, c'est de retrouver son équilibre. Moi, je dirais l'homéostasie. Lui, c'est un psychologue. C'est intéressant parce que ce qu'il va nous dire, en fait, c'est qu'il va nous présenter les défenses qui vont apparaître chez les gens que vous allez accompagner. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pour nous-mêmes, pour savoir est-ce que cette personne-là a aussi besoin d'une aide individuelle ou d'une aide de groupe ou d'une aide familiale, d'aide à domicile. C'est quoi le type d'aide dont elle a besoin en fonction des défenses et de ses capacités d'adaptation? Ce qu'il dit, c'est que les défenses, c'est un mécanisme immature dans certains cas qui permet de lutter contre un état psychique qui est difficile. Par exemple, la dépression, l'anxiété, certains vont avoir des idées noires. Mais le problème avec les défenses, c'est qu'elles sont rigides
et qu'elles maintiennent la difficulté souvent. Donc, par exemple, les personnes vont faire de la distorsion cognitive, vont faire du déni. Tu sais, quand on est en déni de la maladie, ça ne nous permet pas d'activer tout le potentiel de participation au traitement qu'on pourrait avoir. On peut être dans le réseau, ils appellent ça un patient partenaire, mais on peut faire équipe avec l'équipe, avec les médecins. On peut être actif là-dedans. Donc, ça, c'est des défenses qui vont nous freiner plus que de nous amener dans le traitement puis être actifs. Il parle aussi de défense intermédiaire, par exemple l'intellectualisation, la rationalisation puis le refoulement. Ça permet au moins, comme il le dit, de mentaliser, euh, de voir la réalité telle qu'elle est, mais ça reste que ça peut parfois être déconnecté de tous les motifs. Donc, de laisser circuler les émotions qui viennent en lien avec ça. Pardon. Puis ensuite, il y a les stratégies d'adaptation qu'il nomme un petit peu plus matures. Il y aurait l'humour. Il y a des... J'ai vu des clients en fin de vie rire. Rire, là. Tu sais, comme se rappeler des souvenirs, avoir du fun, rire d'eux-mêmes, rire de leur travers, donner des conseils à tout le monde, puis dire, hey, c'est pas comme ça qu'on aurait dû faire ça, puis faites pas comme moi. Fait que ça a été très touchant. Il y aurait la sublimation. Tantôt, quand je vous parlais de la cliente qui s'investit auprès de la fondation en oncologie de son hôpital, ben, il y a une manière, en fait, de prendre toutes les énergies un peu difficiles qu'on a vécues pour les investir dans un projet qui nous tient à cœur. Donc, il y aurait ça. Il y aurait anticipé. Anticiper pas de façon anxieuse pour faire des scénarios catastrophes, mais au contraire, se dire, OK, là, cette étape-là du traitement est terminée. On commence cette étape-là. Là, je peux m'attendre à telle chose. Donc, il va falloir que je prévoie tel type d'organisation. Les enfants vont avoir besoin de ça. Donc, tout ça, là, de voir un peu les choses venir, ça va nous permettre d'avoir un certain sentiment de contrôle sur la situation, même si on le sait que c'est bien fragile, tout ça. Mais déjà, d'avoir des plans A, plan B, puis d'avoir confiance en soi, puis de savoir que si ça ne fonctionne pas, les plans A, plan B, bien, qu'il y aura des possibilités de se réorganiser. Donc ça serait d'avoir des capacités d'anticipation, puis de l'altruisme. Moi, je l'ai expérimenté quand ma mère était aux soins palliatifs, puis que pendant les longs moments où elle dormait, parce qu'en fin de vie, ça se passe comme ça, j'ai été prise d'une envie de... Je voyais les bénévoles qui allaient porter des petits muffins puis parler à tout le monde, puis moi, ça me faisait un bien fou d'aller accompagner les autres. Vous me direz que c'est un travers de profession. J'avais absolument pas l'impression de travailler. J'avais l'impression d'être là avec les autres. On vivait quelque chose de difficile, tout le monde. Puis c'était donc bien le fun de manger un petit muffin ensemble. Fait que, tu sais, c'était d'aller offrir une oreille attentive à d'autres mondes, puis de profiter de l'expérience que j'avais pour être dans ce contexte-là avec les gens. Donc, parfois, d'utiliser ça, comme la dame qui dit, je vais aller m'impliquer en fonction de mes compétences transférables dans mon unité, mais ça donne un sentiment de sens aussi par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. On recrée du sens autour de cet événement-là. On voit que la vie continue malgré les épreuves, malgré la difficulté. Puis justement, quand je parle de la question du sens, ben c'est un peu ça que je veux dire. Dans les mécanismes d'adaptation, il va y avoir les mécanismes d'adaptation plus émotionnels. Donc, toute la gestion du stress, la gestion de l'anxiété, la gestion des émotions des autres parfois, hein, comment les enfants réagissent, comment on l'approche. Quand je vous disais tantôt que l'anticipation, ça peut aider, il y a des gens qui prennent des rendez-vous avec moi juste pour dire on a eu ce diagnostic-là, on veut l'annoncer à nos enfants. Comment on fait ça? Comment on le dit? Est-ce qu'on le fait ensemble ici? Est-ce que vous le faites en famille? Qui va le dire? Comment vous allez le dire? Avec quel mot? Quel âge ont vos enfants? Donc, d'être capable d'accueillir puis de déposer les informations au niveau des gens, déjà, de le dire dans la mesure de ce qu'ils sont capables d'entendre, puis d'être capable d'accueillir, donc de s'assurer que si on est quelqu'un de très émotif ou très impacté par le diagnostic, parce que grand-maman, grand-papa peuvent être là pour accueillir les enfants si on de la peine, si pour moi c'est trop difficile puis que j'ai besoin de me retirer un petit peu. Donc, tout ça, donc l'adaptation émotionnelle, ça c'est au moment du diagnostic, mais c'est tout au long de la maladie.
Puis une adaptation orientée vers les solutions, ça serait plus tous les systèmes qu'on va se mettre en place. Il y a des gens super organisés qui vont se faire des grilles Excel sur des drives où est-ce qu'ils vont mettre l'horaire des soins de la personne, puis qui vont envoyer ça à tout le monde qu'ils connaissent pour dire, ben ceux qui peuvent se déplacer à ce moment-là, on aurait besoin d'aide. Inscrivez-vous dans la grille. Venez la chercher à telle heure. On a besoin de telle bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que les gens vont vraiment s'organiser très concrètement dans des tâches parfois. Ce qu'on cherche dans la question du sens, c'est pas tant le sens de la maladie que ce que ça fait émerger du sens de notre vie. Ça crée, comme on le disait, hein, des tremblements émotionnels importants, puis des tremblements existentiels aussi dans la vie des gens. Puis le sens de la maladie, souvent, scientifiquement, on peut l'expliquer, pas le sens, la cause. Des fois, on peut pas. Est-ce que c'est un mauvais sort contre nous? Probablement pas, mais c'est plus riche d'essayer d'aller voir à, à l'annonce de cette maladie-là, là, qu'est-ce qui te semble désormais futile? Où tu voudrais investir ton énergie à l'avenir? Qu'est-ce qui est important pour toi maintenant? Donc ça peut créer ce tremblement-là qui va nous permettre de nous projeter dans le futur en fonction de certaines valeurs ou d'une certaine manière de voir les choses qu'on n'aurait pas pu vivre ou expérimenter si on n'avait pas été malade, puis ça recrée un nouveau sens à notre vie. Vous comprenez que c'est pas quelque chose qui arrive en 2 minutes, hein. Déjà, il faut se déposer, essayer de passer au travers les traitements, prendre des petites notes. Je suggère souvent aux gens d'écrire pour essayer éventuellement de voir ben, la suite, ça va être quoi. Ce que Delage dit, c'est qu'on peut considérer qu'une bonne adaptation correspond à une réduction de la vulnérabilité face au stress de la maladie et à un accroissement des capacités à répondre aux perturbations engendrées par la maladie. Donc, en gros, ça serait ça l'objectif.